Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Bonsoir mes amis. Bonsoir Fête du lilas ce soir. L'actualité internationale, c'est le 10e anniversaire du Brexit, holy shit, qui semble avoir entraîné une instabilité chronique au Royaume-Uni. 6 premiers ministres en 10 ans. Le dernier, Keir Starmer, a démissionné hier. Le week-end dernier, des milliers de gens criaient Brexit dans les rues de Londres. Brexit has been an absolute disaster for the country in many respects. Not just economically, but loss of freedom of movement. And should never have come to pass. The only place for the UK to be is to get back to Europe. Alors depuis cette sortie de l'Union européenne, quel est le bilan pour le Royaume-Uni sur les plans à la fois économiques, politiques et en termes d'influence à l'international? Si c'était à refaire, le Britain pourrait-il l'emporter? Nous en débattrons tout à l'heure et puis on vous retrouvera Marie Bonisso et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Bon, restez bien en France, Elisabeth, parce que la colchicine, ce médicament incontournable pour lutter contre la goutte, va désormais être produit en France. C'est la souveraineté cocorico. sanitaire. Oui, cocorico, vous avez raison de le dire. Et vous prendrez bien, j'imagine, une petite goutte d'histoire. Bah, évidemment. Et vous, Marie? En France aussi, à Marseille, on va s'intéresser au procès du marché du soleil, un bazar accusé d'être le temple de la contrefaçon. Et c'est l'occasion de s'intéresser à ces trafics qui ont littéralement explosé depuis le Covid. À tout à l'heure. Et pour commencer, l'actualité, vous le savez, c'est la canicule extrême qui assomme la France. Si vous n'avez pas pu dormir la nuit dernière, ça s'explique. La nuit, donc, de lundi à mardi, a été la plus chaude jamais enregistrée depuis 1947. Saurons-nous nous adapter pour évoquer les ratés, mais aussi les progrès de notre adaptation au réchauffement climatique? On reçoit l'avocat en droit de l'environnement Arnaud Gossement tout de suite. Arnaud Gossement, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Alain Diaye et Benjamin Sportange, Bonsoir. que vous connaissez déjà. Vous êtes venus à plusieurs reprises dans des débats, ici même dans 28 minutes. Avant de parler des solutions éventuelles et de l'adaptation et de l'atténuation, vous voulez faire remarquer quelque chose. Ce n'est pas une crise qu'on traverse, c'est une modification irréversible du climat qui entraînera des phénomènes météorologiques de plus en plus violents et rapprochés. Il y a un distinguo à faire et vous y tenez, vraiment. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on regarde la communication gouvernementale qui parle beaucoup de cellules de crise, d'épisodes sévères, exceptionnels, en réalité, on se dit, bon, ça va passer. Le problème, c'est que ça ne va pas passer. C'est pas une crise, c'est un changement climatique. C'est un changement de climat qui va durer dans le temps, plus ou moins selon nos efforts d'atténuation et d'adaptation. Mais effectivement, c'est appelé à durer. On en reparle après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Alors que la France subit déjà cette année un deuxième épisode de canicule, l'inadaptation de notre pays aux fortes chaleurs devient de plus en plus évidente. Pourquoi sommes-nous si en retard? Que faire pour moins souffrir à l'avenir? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. 1976 reste l'année de la grande sécheresse dans la mémoire collective. Mais cet été 76 fut aussi caniculaire. Entre le 23 juin et le 7 juillet, les températures ont dépassé 35 degrés au nord et au nord-ouest. La France a chaud, la France transpire et la soif, elle est lourde. À l'époque, on considère l'épisode comme exceptionnel. En août 2003, la France suffoque. Le gouvernement Raffarin ne prend pas la mesure du drame. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, se repose dans le Var. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. Bilan, 15 000 morts. 87% des victimes ont plus de 70 ans. De retour de vacances du Canada, le président Chirac s'adresse aux Français. Tout sera fait pour remédier aux insuffisances que nous avons constatées dans notre organisation sanitaire. Depuis, une journée de solidarité, soit 7 heures de travail non rémunéré, finance l'accompagnement dans les EHPAD. Mais les problèmes structurels demeurent, comme le prouve la période que nous traversons. Certes, quelques mesures sont engagées, des bâtiments publics sont rénovés grâce au Fonds vert, un financement qui est cependant passé de 2,4 milliards d'euros en 2024 à 837 millions aujourd'hui. Dans les villes comme Paris, la municipalité végétalise quelques espaces bitumés. La question de la climatisation se pose évidemment plus que jamais. Marine Le Pen prône sa généralisation sans prendre en compte un détail. La clim crée des îlots de chaleur à l'extérieur et contribue au réchauffement climatique. Vous savez, les écologistes, à partir du moment où ils ne veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs, ils vous les coupent en petits morceaux.
De votre côté, Arnaud Gossement, vous déplorez. Ce n'est pas une crise et le gouvernement traite ça comme une crise. Arnaud Gossement, on vient de voir Marine Le Pen évoquer les écologistes et elle en parle comme une climato-sceptique. Précisément, Cécile Duflot de l'ONG Oxfam dit il y a un formidable déni. Vous êtes d'accord avec elle ? Oui, tout à fait, effectivement. La situation est quand même assez préoccupante. Elle est préoccupante pour les êtres humains, mais pas que. Il faut aussi parler des conséquences du changement climatique pour la faune, pour la flore, pour les sols. La nature souffre aujourd'hui et par ricochet, nous aussi, nous en subirons les conséquences. Et face à ça, effectivement, on a l'impression que les priorités du gouvernement sont ailleurs, notamment de taper sur des opérateurs publics comme l'Agence de l'environnement et de l'énergie, l'Office français pour la biodiversité, réduire le fonds vert qui, justement, est le principal outil de financement de l'adaptation au changement climatique, moins 20% annoncé au mois de juin 2026, c'est assez incompréhensible. Alors, il y a deux mots-clés, vous dites adaptation et atténuation. Tout à fait, l'atténuation, c'est l'amont, c'est-à-dire il nous faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il nous faut réduire beaucoup plus rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, 2 fois plus rapidement. Grosso modo, en 2025, on les a réduits de 1,8%, donc on a fait quelque chose, et à peu près de 34% depuis 1990. Le problème, c'est qu'il faut aller 2 fois plus vite maintenant, et on n'en prend pas le chemin, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans le dur. Mais Arnaud Gossement, en même temps, la clim n'a pas vos faveurs, mais dans les écoles, est-ce qu'il ne faut pas un plan d'urgence, par exemple, avec des classes, certaines classes adaptées avec la clim pour pouvoir accueillir les enfants qui aujourd'hui sont obligés de rester chez eux? Alors la climatisation n'est pas obligée d'être pour ou contre. Il y a évidemment des lieux où en urgence, dans des maternités, dans des EHPAD, là où il y a des personnes vulnérables, bien entendu qu'on va climatiser. Et on ne va pas interdire non plus aux personnes d'acheter des climatiseurs. Simplement 3 choses. La première, on ne va pas climatiser l'extérieur. L'agriculteur qui est sur son tracteur, la factrice sur son vélo, ou les jeunes qui veulent prendre un verre en terrasse, la climatisation ne sert à rien. 2, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une multiplication des conflits liés à la climatisation. Conflits juridiques, vous voulez dire ? Oui, tout à fait. On a une explosion des plaintes en justice de la part de voisins qui s'opposent à la pose des climatiseurs. Pourquoi ? Parce que ça refoule de la chaleur à l'extérieur. La copropriété elle-même va gagner en température. Les rues peuvent gagner entre 1 et 2 degrés s'il y a trop de climatisation. Des îlots de chaleur, c'est ça. Pour certains, c'est moche. Et puis, il y a aussi des problèmes de condensat. Bref, de fuite. Puis, il faut savoir que les émissions de gaz à effet de serre proviennent aussi des fluides frigorigènes quand ces appareils sont mal entretenus. Ça veut dire que la solution aggrave le problème. Oui, parfois. Encore une fois, il faut être nuancé sur la question. Dans certains cas, en urgence, on a besoin de climatisation, mais à long terme, on ne va pas régler le problème avec la climatisation. Ça serait faux de le dire. Mais alors, et puis, encore une fois, les plus défavorisés, eux, vous allez refroidir un espace où ça fuit, ça ne va pas servir à grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On installe des volets sur toutes les fenêtres de tous les bâtiments français. On rénove les passoires thermiques. On fait comme font les pays méditerranéens, la Grèce par exemple. On peint les plafonds en blanc pour refléter, pour aider au reflet du rayonnement solaire. Il y a des solutions concrètes, ça peut suffire ? Il ne nous faut pas un catalogue de mesures. Bien sûr que dans l'urgence, on va devoir faire des choses, effectivement, mais il faut essayer de voir un petit peu plus à long terme. La première des choses, c'est faire la paix avec la nature. On a besoin, effectivement, de cesser de martyriser le vivant. On a besoin de végétaliser les villes. On a besoin de lutter contre les eaux de chaleur avec des essences d'arbres adaptées au changement climatique et non pas des essences d'arbres qui sont peut-être belles, mais qui vont mourir bientôt. On a besoin aussi de cesser d'artificialiser le sol français. 20 à 25 000 hectares disparaissent sous le bitume chaque année. C'est autant de problèmes de ruissellement, d'inondation, du vivant dans les sols qui va disparaître. Protéger et en cas de les chaleur, zones humides. C'est ça. Donc il y a des choses à faire de long terme. C'est notre rapport au vivant, à la nature qui est interrogé, notamment par ce changement climatique. On va évoquer avec vous, Arnaud Gossement, et avec Anna, le fait que le Parti des écologistes donc réclame un congé climatique pour faire face aux canicules à répétition et qui seront de plus en plus à répétition. Oui, un congé de 5 jours maximum par an, payé par l'État pour protéger les travailleurs les plus exposés à la chaleur, mais aussi ceux exposés aux inondations et aux incendies. Une pétition en ligne a d'ailleurs été lancée dimanche dernier en ce sens. Et ce congé, il est inspiré d'un modèle espagnol déjà en vigueur. L'Espagne qui a inscrit dans son code du travail ce congé climatique après les inondations meurtrières de Valence en 2024. Et donc, les salariés espagnols peuvent réclamer un congé rémunéré de 4 jours maximum par an quand une alerte vigilance rouge ou orange est émise par les autorités. Je rappelle qu'aujourd'hui en France, le droit du travail ne prévoit pas de seuil de température qui décide d'arrêter le travail. Seuls les salariés du BTP bénéficient d'un chômage partiel dès le déclenchement d'une vigilance orange. Arnaud Gossement, est-ce que vous pensez que nous aussi, il faudrait qu'on modifie notre droit du travail et qu'on adopte par exemple ce congé climatique ? Il y a
Tout notre droit va devoir être modifié par la situation actuelle, le droit de l'urbanisme notamment, mais aussi le droit du travail. Effectivement, en 2025, un décret a permis d'attirer la vigilance des employeurs sur les situations de canicule. Alors là, c'est une réponse qui permet d'ouvrir un débat. Mais très sincèrement, il n'y aura pas que 5 jours de canicule en 2100. Aujourd'hui, on a 1,7 degré d'augmentation de la température moyenne annuelle. Grosso modo, au début du siècle, on est à 10 degrés, on va être à 14 en 2100. Et encore, c'est optimiste. Donc, ce n'est pas 5 jours qu'il faudra si on raisonne en termes de congés. Ça sera beaucoup plus, évidemment. Est-ce que ce n'est pas déjà un bon début ? Non, je pense pas. Il faut une vision beaucoup plus globale. Il faut penser aux nuits aussi, parce que là, peut-être qu'on n'ira pas travailler, mais qu'on va souffrir beaucoup la nuit aussi, tout en restant chez nous. Et je pense aux personnes qui n'ont pas d'abri salubre, voire pas d'abri du tout. Non, c'est plutôt quelque chose de totalement global qu'il faut. Penser l'atténuation et ensuite, effectivement, dans le milieu du travail, effectivement, il va falloir penser aux horaires, il va falloir penser aux bâtiments dans lesquels nous sommes. Et dans certains cas, il faudra penser aussi à des congés maladie qui soient adaptés au fait que des personnes auront des coups de chaud, des pathologies liées au changement climatique. Si l'État est défaillant parce qu'il n'a plus d'argent, est-ce qu'il faut contraindre les propriétaires de logements à rénover leur appartement ? Est-ce que les locataires peuvent se retourner aujourd'hui contre les propriétaires ? Est-ce qu'il faut que le droit change pour cela ? Alors aujourd'hui, dans la notion de logement décent que vous avez dans le Code civil, il n'y a pas cette idée de seuil de température à partir duquel un locataire peut engager la responsabilité d'un propriétaire. Malgré tout, vous pouvez saisir l'agence régionale de la santé si jamais effectivement vous considérez que votre logement est à ce point mal isolé que l'hiver ou l'été, le froid ou la chaleur compromet votre santé. Et l'ARS peut ensuite interroger le propriétaire et lui demander de faire un certain nombre de travaux. Donc il y a un mécanisme administratif qui existe, qui est mal connu. Et puis surtout, les locataires, qu'est-ce qu'ils vont craindre ? Que le bail ne soit pas renouvelé. Quand vous êtes défavorisé, que vous avez déjà eu du mal à trouver un logement, ce qui est le cas des grandes villes, c'est un peu théorique de dire que vous allez vous en prendre aux propriétaires. Là, c'est à l'État par-dessus d'agir. Il y a un climatologue qui s'appelle Christophe Cassou qui a dit qu'il faut politiser la canicule, j'allais dire la clavicule. C'est dire à quel point la canicule nous impacte. Ça veut dire quoi, politiser la canicule ? Ça veut dire que, et d'abord il a 1000 fois raison, effectivement, là on est face à des choix politiques. Vous savez, le simple fait d'ailleurs de dire qu'on rentre en vigilance rouge, c'est un choix politique. C'est pas qu'un choix uniquement en fonction de température au sol, dans l'atmosphère, taux d'humidité, etc. C'est d'abord ça. Mais c'est aussi le moment où on va activer les services de l'État, mobiliser des opérateurs, des places aux urgences, etc. etc. C'est toute une organisation de l'État qui, à ce moment-là, se met en branle. Et c'est vrai que vous avez aussi des gens qui vont critiquer. Par exemple, vous allez avoir des élus de stations touristiques qui vont dire « Ah, moi, je ne veux pas de la vigilance rouge, ça va impacter l'économie de ma station ». C'est très compliqué de déclencher une vigilance rouge. C'est un choix politique. Aujourd'hui, politiquement, que voulons-nous au sommet de l'État ? Mais c'est politique au sens noble du terme. Hein. C'est pas chamaillerie politicienne, comme on a vu de la part de certains populistes. C'est effectivement un problème d'organisation de la cité. Il a raison. Il y a un jeune ingénieur qui s'appelle Arthur Delassus qui a dit qu'il faudrait instaurer un droit à la fraîcheur. Alors ça fait penser au droit à la paresse de Léon-Paul Fargue, c'est un vieux truc, mais ça serait quoi le droit à la fraîcheur ? Alors droit à la paresse, à la limite, c'est presque encore plus utile. Il va falloir il avait raison, il faut prendre au sérieux ce droit à la paresse, c'est-à-dire ralentir. Il va falloir qu'on ralentisse, effectivement. D'ailleurs, vous avez vu, la croissance économique ralentit, et on voit qu'il y a des économistes pour nous alerter sur le fait que la canicule, notamment, va avoir un impact sur la croissance économique. Donc notre modèle économique qui est fondé sur la croissance ne sera pas durable. Donc réorganiser nos usages, notre culture, notre rapport à l'autre. Sobriété, c'est le mot-clé. Oui, puis surtout dire qu'en fin de compte, ça va être chouette. C'est aussi une vie meilleure, quelque part, qui s'offre à nous. C'est un pari. Pas du point de vue du changement climatique, mais de l'adaptation, c'est aussi une vie meilleure. On avait bien compris. Merci Arnaud Gossement, merci d'être venu évoquer ces idées qui vont, les graines vont pousser, j'en suis sûre. Merci infiniment. Merci. On va passer à notre débat en forme de bilan sur le Brexit qui fut voté outre-Manche il y a exactement 10 ans, jour pour jour. Alors, chaos politique a suivi avec 6 premiers ministres en une décennie. Keir Starmer, d'ailleurs, a démissionné hier. Montée de l'extrême droite, montée des partis sécessionnistes en Écosse et au Pays de Galles, notamment. Perte de 6 à 8 points de PIB et aussi perte d'influence à l'international. Après le Brexit, vit-on un regret au Royaume-Uni? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Ce jour-là, même Big Ben a trouvé le temps long. Le 23 juin 2016, les Britanniques se rendent aux urnes pour voter pour ou contre le Brexit, un référendum historique. Le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne. Avec 51,89% des voix en faveur du Brexit, les Britanniques claquent alors la porte de l'UE. Une victoire pour le camp des Brexiteurs qui avait fait campagne à coups de slogans et de promesses chocs.
Nous voulons récupérer nos frontières, nous voulons récupérer nos passeports et notre pays. Mais la success story annoncée a pris des allures de very bad trip. L'euphorie est retombée. 10 ans plus tard, les Britanniques ont des remords. Beaucoup considèrent que le Brexit était une erreur. Le Brexit a été un véritable désastre pour le pays. Non seulement sur le plan économique, mais aussi pour la perte de liberté de circulation, les pertes d'opportunités d'emploi. C'est une génération de jeunes sacrifiés. Le Brexit n'a pas débouché sur la prospérité escomptée. Le rétablissement des frontières n'a pas permis de stopper l'immigration et les traversées irrégulières de la Manche. Tout cela sur fond d'instabilité politique et de démission en série. 6 premiers ministres en 10 ans. Le dernier en date, Keir Starmer, a démissionné hier. Critique envers le Brexit, il avait amorcé un rapprochement avec Bruxelles. Nous avons conclu cet accord historique avec l'UE pour resserrer nos liens. Il marque une nouvelle ère dans nos relations et cet accord est gagnant-gagnant. Alors, le successeur de Keir Starmer au 10 Downing Street sera-t-il sur la même ligne? Et si le Royaume-Uni frappait de nouveau à la porte de l'UE? Les 27 seraient-ils sensibles aux avances des Britanniques? Nos 3 invités pour ce débat, Jeremy Stubbs, bonsoir, directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur. Vous êtes président de l'association des conservateurs britanniques en exil, enfin à Paris donc, association en sommeil. Selon vous, les Français ont le réflexe d'attribuer tout ce qui va mal au Royaume-Uni au Brexit. Et vous ajoutez, il est vrai qu'il y a une majorité de Britanniques qui pensent que c'était une erreur, mais pas au point, a priori, de vouloir réintégrer l'Union européenne. À côté de vous, elle ne sera pas forcément du même avis, Adina Révol, bonsoir, essayiste, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France, prof affilié à Sciences Po. Selon vous, le Brexit est un échec. La situation économique des Britanniques le prouve. Elle a empiré. L'immigration est toujours là. La solution pour le Royaume-Uni, revenir dans le doux giron de l'Union européenne. Et à côté de vous, Clémence Fourton, bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en études anglophones à Sciences Po Lille. Dernier essai, Idées reçues sur le Royaume-Uni. Vous estimez que l'hypothèse d'un retour des Britanniques dans l'Union européenne est assez peu probable, mais il faut faire attention aux pronostics. Peu de gens avaient vu venir le Brexit. Ce qui est sûr, vous ajoutez, c'est que celui-ci a profondément divisé le pays et a priori, personne n'a envie de rouvrir le débat. L'aviez-vous venir, le Brexit ? Et non, je fais partie de celles et ceux qui ne l'ont pas vu venir. C'est ça. On démarre le débat, Benjamin, avec le mot du jour. Oui, regret, un néologisme formé autour de Brexit et regret, pour traduire le sentiment donc d'une majorité des Britanniques aujourd'hui. Si l'on en croit un sondage fait pour le Conseil européen pour les relations internationales, 57% des Britanniques estiment que c'était une erreur pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et une majorité également, 52%, serait même prête à faire marche arrière et réintégrer l'Union européenne. Jeremy Stubbs, regrets ou no regrets pour vous d'avoir voté le Brexit? Il y a un autre sondage qui dit que 60% ne seraient pas prêts à lâcher la souveraineté pour pouvoir réintégrer le marché unique. Donc c'est très contrasté. Je pense que tout le monde sait maintenant, tous les gens raisonnables, que c'était une erreur et que maintenant il faut quand même se rapprocher de l'Europe, être le plus ami possible avec l'Europe. Et il y a quelqu'un qui nous pousse dans cette direction, qui veut absolument qu'on soit européen. C'est qui? Donald Trump. Parce que lui, il ne veut pas de nous, il ne veut plus de l'Europe, mais il veut que tous, on paye plus pour notre défense, donc il nous jette dans les bras les uns des autres. Mais vous, s'il y avait un référendum, vous revoteriez? Je voterai contre le Brexit de nouveau, ça c'est sûr. Donc pas de regret pour moi. Pas de regret pour vous. Et Adina Révol, est-ce que 57% des Britanniques qui pensent que le Brexit est une erreur, est-ce qu'en cas de nouveau référendum, vous pensez que le Britain l'emporterait ou pas? Ou ça c'est une illusion? Je pense qu'il ne faut pas gouverner sur les sondages. Mais en tout cas, il faut gouverner sur les réalités. Donc, le Brexit a été une formidable campagne de communication et peut-être aussi une campagne de gérance étrangère. Parce que vous vous rappelez, il y avait quand même le scandale Cambridge Analytica, le micro-ciblage. Donc peut-être que c'était également une petite influence russe qu'on a vu depuis augmenter dans les différentes campagnes électorales européennes. Mais en tout cas, ne gouvernons pas au sondage.
sondage. Mais vous avez raison, Trump, en fait, la géopolitique a changé depuis le Brexit. Et le Royaume-Uni a besoin de l'Europe, mais l'Europe a aussi besoin du Royaume-Uni, parce que Poutine, n'oublions pas, il fait la guerre à l'Est. Donald Trump veut faire payer l'Europe, enfin veut tuer l'Europe d'une certaine façon. Donc on a besoin l'un de l'autre. Et donc il faut trouver un moyen de danser le tango à deux à nouveau. Clémence Fourton, il y avait des promesses liées au Brexit, notamment le contrôle des flux migratoires. Ça n'a pas été tenu? Non, effectivement. En tout cas, le solde migratoire a augmenté depuis le Brexit, ce qui, à mon sens, montre... Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, bien sûr, oui. Ce qui montre, à mon sens, que le Brexit était une mauvaise réponse à des questions sociales et un sentiment aussi de déconnexion vis-à-vis du politique qui se manifeste de différentes façons au Royaume-Uni. Je pense que les volontés d'indépendance montrent aussi qu'il y a une forme de sentiment d'être éloigné du politique, en tout cas d'être mal représenté à Westminster. Et de ce point de vue-là, le Brexit était une réponse à ces questions-là, mais qui n'a pas répondu comme les Britanniques l'attendaient. Jeremy Stubbs, pourquoi le Reform UK, qui est ce parti populiste avec Farage, qui est haut dans les sondages, justement, emporte les suffrages des Britanniques, alors que, bonne partie d'entre eux voudraient aujourd'hui revenir dans l'Europe, si on en croit le sondage que l'on vient de présenter? Parce que Reform UK n'est pas identifié nécessairement avec le Brexit. Ce n'est pas la question qui est mise en avant, mais plutôt des questions d'immigration et aussi de défense. Et puis, Reform UK n'ont jamais été au pouvoir, donc ils n'ont pas été testés. Et on verra bien si jamais ils sont au pouvoir, s'ils sont capables de gouverner. Ça, c'est une autre histoire. Mais parce que Dina Rowan avait compris aussi que certains disent qu'on n'est pas allé assez loin dans le Brexit et que c'est pour ça aussi que le parti est aussi haut dans les sondages. Est-ce que c'est une des raisons finalement qui le porte? C'est-à-dire on n'a pas fait ce qu'il fallait, on est pour le Brexit, mais il n'a pas été mené de la meilleure manière. En tout cas, il y a un sentiment de dégagisme dans le Brexit. Et donc finalement, le Brexit est la première étape. Et maintenant, la deuxième étape, justement, c'est de remplacer les partis traditionnels qui ne donnent pas de résultats. Et effectivement, le Reform UK n'a jamais gouverné, donc donnons-lui une chance. Et puis, Nigel Farage, c'est un très bon communicant, en fait. Donc, là où Keir Starmer a essayé de faire plaisir à tout le monde... Le Premier ministre démissionnaire, donc. Finalement, il a fait plaisir à personne. Il a beaucoup hésité, alors qu'il avait un mandat quand même en or pour le Royaume-Uni. Et donc, sans parler de Tories, qui sont complètement divisés. Donc, les conservateurs. Donc, finalement, c'est une figure charismatique. Il va boire des pintes de bière dans les pubs. Donc, justement, c'est pour ça qu'il est également populaire. Alors, certaines régions britanniques, comme le Pays de Galles, veulent se détacher de Londres pour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Écoutez le Premier ministre gallois là-dessus. This is a moment 100 years in the making, a moment in which we hold the promise and ambition of a nation. Wales demanded a new beginning, and now a new dawn beckons. But we have not yet reached the destination, far from it. We're just setting out on our journey. Clémence Fourton, l'Écosse aussi, apparemment, est dans la même situation. Est-ce que le Brexit a relancé les projets sécessionnistes en Grande-Bretagne? Alors la situation est un peu différente pour le Pays de Galles et l'Écosse, puisque l'Écosse avait voté contre le Brexit, avait voté Remain, ce qui n'était pas le cas du Pays de Galles, qui avait voté comme l'Angleterre. Et l'Irlande du Nord avait fait comme l'Écosse. Elle était plutôt était même largement pour rester dans l'Union européenne, pour le Remain. Donc les situations sont différentes. Néanmoins, effectivement, post-Brexit, ça a provoqué une relance du sentiment nationaliste et indépendantiste en Écosse. En tout cas, le parti nationaliste écossais, le Scottish National Party de Nicola Sturgeon, a beaucoup mis en avant le fait que le Brexit était une décision qui avait été prise contre l'avis des Écossais et que du coup, ça justifiait une sécession en fait du Royaume-Uni. Du côté gallois, la situation est plus compliquée en fait parce que il y a des donc c'est assez nouveau effectivement. Alors les niveaux de soutien à l'indépendantisme gallois sont pas du tout ceux de l'Écosse. On est
autour de 30%. C'est plus fort en Écosse. C'est beaucoup plus fort en Écosse. Ouais. Mais à l'échelle du Pays de Galles, c'est une progression quand même au cours des dernières années. Et en fait, la situation est très contrastée selon les électorats. C'est-à-dire que les Gallois qui sont nés en Angleterre ou qui ont de forts liens avec l'Angleterre, en fait, ils sont plutôt alignés sur la position anglaise. Et dans les communautés très post-industrielles, très défavorisées, où vous avez beaucoup de gens qui parlent le gallois, en fait, ces gens-là sont plutôt europhiles. Vous voulez réagir à ça? Sinon, on va évoquer un rapprochement qui va vous intéresser, Jeremy Stubbs. Ah bon, un rapprochement? Oui, ah ben voilà. Ah ben non. Un rapprochement, il est toujours partant. Un rapprochement, c'est vous qui allez nous l'expliquer, Anna. Erasmus va être remis en activité. Oui, le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus et c'est une victoire pour tous les fans de l'auberge espagnole. Vous savez, ce film de Cédric Clapiche qui a popularisé ce programme d'échange universitaire en Europe et les relations entre étudiants de différents pays. On va le voir, il y avait Xavier le Français et Wendy l'Anglaise qui se rencontrent à Barcelone pendant leur parcours Erasmus, qui vont se marier, etc., etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, le Royaume-Uni va réintégrer à partir de 2027 le programme Erasmus, 6 ans après en être sorti, pour le plus grand bonheur des étudiants, mais aussi des universités. Le gouvernement britannique estime que 100 000 étudiants pourraient en bénéficier dès la saison 2027-2028. Un étudiant de Manchester pourra donc partir faire un semestre à Budapest, à Rome ou à Vilnius en payant uniquement les frais d'inscription de son établissement d'origine. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Et c'est bien ça le concept Erasmus. L'Union européenne couvre les frais supplémentaires grâce à des fonds publics européens et octroie des bourses comprises entre 300 et 700 euros par mois à tous les participants. Coût total de cette contribution pour le Royaume-Uni, 650 millions d'euros par an. Et puis, comme je le disais, les universités britanniques, elles aussi, se réjouissent parce qu'elles ont vu leur nombre d'inscrits européens fondre comme neige au soleil après le Brexit. Elles sont aujourd'hui en grande difficulté financière et elles jouent pour la plupart encore leur survie. Jeremy Stubbs, est-ce que le fait de réintégrer le programme Erasmus, c'est le premier pas concret vers un rabibochage entre Londres et l'Union européenne? Bien sûr, bien sûr. C'est comme le bon vieux temps qui revient. Mais il y a une remarque à faire, qui est que les universités britanniques, qui sont en difficulté aujourd'hui, dépendent, et surtout financièrement, d'étudiants indiens, chinois, africains. Et d'ailleurs, extra-européens, donc. Voilà, exactement. Et la grande vague justement d'immigrés au début du règne de Boris Johnson, c'était en grande partie des étudiants, des visas d'étudiants. Donc ça, c'est un grand pas dans la bonne direction. Ça ne va pas sauver malheureusement les universités britanniques qui ont trop dépensé, trop investi, trop ingurgité tout le fric qui venait de ces pays, surtout de la Chine, et qui sont maintenant tout grossi, mais sans agilité. Donc ça, c'est une bonne chose. Dina Revel, il y a un an, Keir Starmer, le Premier ministre sortant, donc défendait une remise à plat des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avec par exemple un accord commercial. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que le Premier ministre pressentit Andy Burnham, qui est aussi un travailliste, est-ce qu'il va rester sur cette ligne-là? Est-ce qu'on va vers un rapprochement progressif ou pas du tout? C'est politiquement trop dangereux. Trop risqué. En tout cas, Andy Burnham, il est plutôt sur des positions plus. En tout cas, il s'est exprimé publiquement sur un rapprochement à plus long terme de l'Union européenne. Mais le reset de Keir Starmer, en fait, on peut pas. C'était quoi concrètement? C'est-à-dire se renforcer justement la coopération d'une certaine façon. Pragmatique, et il voulait à la Keir Starmer faire le Brexit, pour faire en sorte que le Brexit marche en fait. Donc il a rapproché en matière de défense, il a signé sur justement pour Erasmus, il a intégré le programme de recherche Horizon Europe, et puis effectivement il a lancé également l'idée d'une négociation, parce que c'est en cours de négociation, d'un grand marché phytosanitaire avec l'Union européenne. Parce qu'en fait, même, on a un accord de 2020. L'accord de 2020, c'est 0 droit de douane. Mais vous avez des barrières non tarifaires. Et lorsqu'un produit attend à la douane, il subit des
des contrôles phytosanitaires, c'est un gros sujet pour les entreprises, notamment les PME. Et donc, c'est ça qu'il a fait. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en fait, pour revenir dans l'Union européenne, il faut accepter la libre circulation. Et donc, c'est ça le problème. C'était une des barrières qui avait été mise par Keir Starmer pour ce reset. Oui, tout à fait. Le reset, en fait, pour moi, il ne peut pas aboutir vraiment à une vraie remise en question des rapports avec l'Union européenne, puisque les lignes rouges qui sont posées, c'est pas de retour dans l'union douanière, pas de retour dans le marché unique et pas de libre circulation. Donc, en fait, à partir de là, les marges de manœuvre, elles sont vraiment limitées. C'est pour ça qu'Erasmus, le retour dans Erasmus, moi, en tant qu'universitaire, je m'en réjouis vraiment vivement, mais ça reste en fait relativement marginal. Oui, c'est très symbolique, je suis d'accord là-dessus. C'est tout à fait... voilà. Oui, mais Dina Rovere, au fond, vous voulez que la Grande-Bretagne, sa place est dans l'Union européenne ou pas? Parce que certains, on disait, c'est un cheval de Troie. Et tant mieux si la Grande-Bretagne est partie, Jeremy Stott. Ouais, le premier à avoir dit ça, c'est le général de Gaulle, qui a refusé 2 fois l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Dans le monde aujourd'hui, dans le monde de Trump, de Poutine et de Xi, on a besoin d'une union forte, et Xi Jinping, donc on a besoin d'une union grande. La grandeur la grandeur géographique, c'est un facteur de puissance. Et puis le Royaume-Uni, c'est 67 millions d'habitants. Le marché européen, c'est 450 millions. Donc on a besoin l'un de l'autre. Ouais. Et Jeremy Stott, pour vous? Je pense qu'en fait, le plus grand problème du Brexit, ce n'est pas sur le plan économique ou sur le plan d'immigration. Beaucoup de ces problèmes, on les aurait eus quand même, en fait, à la fin. Le grand problème, c'est qu'on a perdu, et l'Europe aussi, tout ce temps où on aurait dû s'occuper de la menace russe, de l'agression russe, mais aussi de la pression commerciale et industrielle de la Chine. Et pourtant, on a été focalisé sur cette négociation. Cette négociation, des deux côtés, c'est un triomphe de la démocratie. Oui, mais si l'Angleterre revenait, si la Grande-Bretagne revenait, est-ce que ça aiderait à régler tous les contentieux dont vous parlez? Est-ce que ça nous permettrait d'avoir une Europe de la défense plus solide face à la Russie? En fait, c'est ça le problème. Il faut régler ces problèmes avant de revenir. Et entre-temps, il faut s'occuper ensemble des menaces extérieures. C'est ça qui va apporter l'unité dans un premier temps. Et s'il y avait retour dans le giron de l'Union européenne, ça se passerait comment, Clémence Fourton? Est-ce que le Royaume-Uni, du coup, devrait suivre les procédures comme si c'était la Moldavie? Ou est-ce qu'il y aurait des passe-droits, quoi? Effectivement, et en fait l'Union européenne est en position de force. Là, le Royaume-Uni n'est pas vraiment en position de négocier un retour selon ses propres termes. Donc ça me paraît compliqué, puisque par exemple, il y aurait même pas un retour en fait à la situation antérieure, c'est-à-dire les formes de dérogation qui existaient, donc d'être pas dans Schengen, d'être pas dans la zone euro, etc. Là, l'Union européenne dit en fait si vous revenez, c'est pas à ces conditions-là. Donc ce serait même un retour en arrière, ce qui rend, à mon avis, l'hypothèse d'un retour dans l'UE peu probable, en tout cas à court terme, mais à plus long terme, peut-être à l'échelle d'une génération, c'est des choses qui changent rapidement aussi, qui changent, oui, rapidement à moyen terme. L'euroscepticisme ne date pas de ces 5 dernières années. Depuis 2008, en fait, les sondages montrent que, donc c'est sur 20 ans que ça se joue, qu'il y a une majorité de Britanniques qui exprimaient un désir de sortir de l'Union européenne. Donc je pense que c'est plutôt à ces échelles de temps-là qu'il faut le penser, de même que la génération, les gens qui sont nés en 2000, qui n'ont pas pu voter au moment du référendum, mais qui étaient de jeunes adultes suivant la politique, ceux-là, ils aimeraient revenir dans le Royaume-Uni, dans l'Union européenne, pardon. Donc ils y sont toujours. Donc c'est à cette échelle-là qu'il faut le penser. Oui. On vous demandera juste après si le pays est encore fracturé, comme il l'avait été précisément au moment du vote, puisque regardez, ça va être notre archive, il y a un tout petit peu plus de 10 ans, la dernière semaine de campagne autour du Brexit avait été marquée par un assassinat politique, carrément l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox. Regardez. Des fleurs, des bougies, des messages en mémoire de la députée travailliste pro-européenne assassinée hier. Le Premier ministre David Cameron s'est rendu cet après-midi à Birstall, dans cette ville du nord de l'Angleterre où Jo Cox a été assassiné, pour lancer un appel à la tolérance. Là où nous voyons de la haine, là où nous voyons des divisions, nous devrions les chasser de notre vie politique, de notre vie publique, de nos communautés. Le meurtrier présumé que l'on voit ici à gauche a été rapidement interpellé. Thomas Mair, présenté par les médias britanniques comme un proche de l'extrême droite, aurait crié lors de l'attaque « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord. Quelques heures avant sa mort, son mari postait sur Internet cette photo sur un bateau en famille avec l'étendard du oui à l'Europe.
Jérémy Stubbs, la radicalité, les violences ont été exacerbées après le Brexit, ont été causées par le Brexit, vous diriez, ou pas? Non, je ne pense pas. Le Brexit, c'est un avatar des tensions, mais le propre de nos sociétés aujourd'hui, c'est d'être fracturées. Et ces fractures, ça évolue constamment, ça change, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'avant, mais il y a quand même des différences générationnelles. Et c'est là où il y a une évolution, parce que, il faut le dire, s'il y a du regret aujourd'hui, ce n'est pas tellement les gens qui ont changé d'avis, c'est que beaucoup de gens qui ont voté pour le Brexit ont quitté ce monde. Donc maintenant, il y a plus de gens nés après qui sont pour l'Europe. Vous voulez réagir? Oui, moi je ne partage pas ce constat. Je pense que le Brexit a vraiment libéré une parole xénophobe, europhobe, raciste même, et que ça a jeté de l'huile sur le feu. Les émeutes à Belfast contre, on a parlé de pogrom, contre des personnes issues de l'immigration ou perçues comme telles, à mon avis, ça c'est créé par la libération de la parole. Sans le Brexit, ça n'aurait pas eu lieu, vous pensez? En tout cas, enfin, on peut toujours supputer, mais en tout cas, les prises de parole d'un Nigel Farage, par exemple, ont, à mon avis, vraiment contribué à ce climat très inflammable. Et les algorithmes de Elon Musk. Justement, puisqu'on parle des États-Unis, Adina Rowell, est-ce qu'on se poserait la question d'un retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne si les relations avec les États-Unis étaient meilleures à ce moment-là? On ne se dirait pas il faut qu'ils reviennent. C'est que l'alliance avec l'Atlantique ne fonctionne pas avec Trump. C'est ça qui est la grande déception aujourd'hui pour le Royaume-Uni, non? Plus que le retrait de l'Europe. Non, c'est plus large que ça, parce qu'il y a quand même au niveau économique et au niveau de l'immigration, en fait, ça n'a pas marché, en fait. Donc, on voit bien que le take back control, c'était juste un slogan, take back control, donc reprendre le contrôle, ça n'a pas fonctionné. Et ils ont besoin, donc, ils ont pris en main, je dirais, leur souveraineté, mais derrière, ils n'ont pas pris en charge la démographie. Et puis ça, ils ont besoin de main-d'œuvre. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont remplacé le plombier polonais par les Indiens, les Pakistanais et les Chinois. Et c'est ça qui nourrit Reform UK. Il y a quand même un problème ici. On risque de répéter l'erreur avant le Brexit, c'est de dire s'il y a des gens dans la rue qui se manifestent, qui créent des émeutes, c'est la faute à Musk, à Farage. C'est-à-dire, vous êtes des classes populaires, vous êtes des imbéciles, on vous dit que ce n'est pas ça, vous êtes manipulés. En fait, il y a une vraie colère qui est exploitée par Reform, mais qui n'est pas créée par Reform. Et si on continue à parler de haut à ces gens-là, on va répéter la même révolte. Merci, en tout cas c'était le mot de la fin, et merci à tous les trois d'être venus débattre autour de l'Union européenne et du Royaume-Uni. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. On va évoquer la France qui relocalise la fabrication d'un médicament essentiel contre la goutte, une maladie chronique qui est archi-douloureuse. Et puis à Marseille, ça chauffe pour le marché du soleil. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est un mot anglais, re-recording, car les artistes se réapproprient leur musique. C'est entendu. She's actually re-recording. You know, you're re-recording. Ethical re-recording. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Re-recordings, terme anglais dérivé du vieux français recorder, raconter, traduisible par réenregistrement, désigne dans l'industrie musicale de nouvelles versions d'œuvres déjà enregistrées auparavant. Le 15 juin, un fameux chanteur anglais a sorti une nouvelle version de son tube planétaire de 1983, dernier d'une récente série de re-recordings. La pop star androgyne de 65 ans a réenregistré le morceau avec sa voix actuelle, laquelle a ensuite été rajeunie par l'IA pour sonner comme à l'époque. La manip sert de vitrine technologique à la société qui produit la chanson, ainsi qu'à la réinterprétation artistique d'un tube autrefois numéro 1 dans une vingtaine de pays vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Un re-recording est différent d'une réédition qui consiste à ressortir en grande pompe marketing une œuvre musicale déjà enregistrée ou d'un remastering qui améliore ou pas le son d'origine. Un re-recording permet de créer un nouvel enregistrement original sur lequel un artiste a le contrôle artistique et surtout financier. Mais la manip tourne parfois au fiasco.
Les fans ont craché sur les re-recordings de 2 albums de ce rocker dont la venimeuse manœuvre, aux dépens de l'ex-bassiste et de l'ex-batteur, a été jugée très vilaine. Comme ils ont vomi sur la version re-recording de ces pionniers du punk metal, jugés trop guimauve 10 ans après l'original bien vénère. A l'inverse, parce que le contrat qu'elle avait signé à l'âge de 15 ans stipulait que le label conservait les droits sur ses enregistrements originaux, où streaming, publicité, cinéma et télé lui passaient sous le nez, une pop star milliardaire a réenregistré intégralement, et avec un immense succès commercial, 4 albums. Se faire un label, la belle affaire. Merci Thibault Nolte, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit. Rebonsoir, c'est l'heure de vos chroniques. Alors Xavier, la France va relocaliser la fabrication de la colchicine, un médicament absolument essentiel, crucial, stratégique, pour lutter contre la goutte, une maladie chronique ultra douloureuse. Émile Zola en avait même fait de la goutte son personnage principal dans le roman La joie de vivre en 1884, où un homme chanteau disait « c'est comme si des chiens me dévoraient les pieds ». C'est dire les douleurs de la goutte. Donc une goutte d'histoire, Xavier. Exactement, Elisabeth. Le 16 septembre 1824 meurt le roi Louis XVIII, surnommé le Désiré, mais en réalité, ce loulou-là est affublé d'un autre surnom, c'est le roi Podagre. C'est le roi goutteux, c'est celui qui souffre de la goutte. Vous savez, la goutte, c'est cette maladie qui provoque des irritations terrible au niveau des articulations, principalement du pied. Elle est identifiée déjà sous l'Antiquité, et d'ailleurs podagre, c'est podos, le pied, agra, saisi, c'est le piège qui saisit le pied. Et puis c'est plus tard, au Moyen-Âge, autour du XIIIe siècle, qu'on voit apparaître ce mot de goutte, parce qu'on a un moment où on considère que le corps humain fonctionne avec des humeurs, le sang, la bile, la lymphe, etc. Et que là, c'est goutte à goutte que vient la douleur, avec toujours l'idée que c'est dû à des excès alimentaires. Et c'est le cas de Louis XVIII, Louis qui XVIII. baffre. Non, Louis XVIII, avant d'être Louis XVIII, c'est le comte de Provence, donc un comte-goutte. C'est le frère de Louis XVI, guillotiné pendant la Révolution. Et donc, lui vit une grande partie de sa vie en exil, jusqu'à la chute de Napoléon. Et quand il revient en France, on est étonné de son embonpoint. On va dire que pour compenser ses malheurs, il n'a pas lésiné côté restauration. Lui, son truc sont les huîtres. Il commande un 100 d'huîtres. 100, c'est le chiffre, c'est 100. Ah oui, alors ça lui vaut d'ailleurs un autre surnom, c'est Louis des huîtres. Il en mange vraiment beaucoup. Et ça vaut énormément de moqueries, alors des moqueries. Mais c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul ici. Les moqueries, elles viennent d'où? Elles viennent de ses opposants, et notamment les bonapartistes, qui jouent beaucoup du contraste entre Napoléon à cheval et Louis XVIII, qu'on n'imagine pas sur un cheval, ou en tout cas on pense au cheval. Et ici, vous avez tout un discours qui se crée. Alors, discours médical déjà, parce que les médecins s'intéressent à la goutte, ils différencient déjà la goutte des rhumatismes. C'est pas la même chose, ils arrivent déjà à identifier que la goutte est le produit d'un excès d'acide urique dans le sang, avec des petits cristaux là, qui viennent se mettre au niveau des articulations. Et c'est extrêmement douloureux. Mais malgré tout, le discours social, voire politique, demeure, et même dans les ouvrages médicaux. C'est-à-dire qu'on arrive à lire que c'est la maladie des maîtres et non pas celle des esclaves. C'est la maladie des gens qui se reposent et non pas celle des gens qui travaillent. Alors aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, mais malgré tout, mieux vaut éviter les excès et les repas bien arrosés si on veut passer entre les gougouttes. Merci Xavier. Et je précise qu'on peut vous retrouver devant le Panthéon à Paris, donc à l'occasion de la panthéonisation de l'historien et résistant Marc Bloch, qui a lieu aujourd'hui. On vous retrouve en exclusivité sur les comptes Instagram et Facebook de 28 minutes. Dites-moi, Mauduit, en gloire. Bon, Marie, on descend à Marseille. Allez. Ça chauffe pour le marché du soleil. Marché du soleil, ouais, c'est fini. Les sacs à main Vuitton à 29 € et les claquettes Hermès à 5,50 €. Le marché du soleil que le procureur de Marseille, très remonté, désigne comme le centre français de la marchandise contrefaisante. Ce marché est fermé depuis le mois de février, depuis une descente ultra médiatisée de quelques 300 douaniers, policiers, gendarmes qui ont saisi dans ce grand bazar couvert du centre-ville de Marseille quelques 200 000 marchandises contrefaisantes. C'est absolument énorme. C'était surtout des fausses étiquettes. Avec, cachées dans les faux plafonds du marché, on a retrouvé des machines à coudre pour coudre ces étiquettes. Et puis aussi des baskets, des habits et, toujours dans les faux plafonds, des presses à floquer pour imprimer ces textiles. La valeur de tout ça, si on calcule avec les prix des marchandises authentiques de marque, eh ben, ça atteindrait 42 millions d'euros.
qui sont partis en petits bouts et en grande pompe. Toute la presse était conviée la semaine dernière dans la cour de la caserne des douanes de Marseille pour assister à la destruction de cette marchandise saisie par un camion déchiqueteur carrément qui était financé par l'UNIFAB. C'est l'association française de lutte contre la contrefaçon qui fédère la plupart des grandes marques. On a même vu le procureur découper de ses mains un Bob Jacquemus. C'est vous dire s'il faut faire un exemple avec ce marché du soleil. Ils veulent marquer les esprits pour tenter d'endiguer un phénomène, la contrefaçon, qui s'est littéralement industrialisé depuis le Covid. On est loin, bien loin de la valise de touristes remplie de t-shirts au logo mal imité, écrivait Le Monde l'année dernière. Désormais, les réseaux criminels bénissent littéralement la vente en ligne, le e-commerce comme on dit, qui permet en fait d'éclater le trafic, de le mondialiser et puis de le rendre invisible, puisque ça passe par une multitude de petits colis qui sont très difficiles à contrôler. Ajoutez à ça un changement de mentalité, notamment chez les jeunes, pour qui, désormais, acheter du faux n'est plus un tabou. Voire, c'est un peu cool d'avoir des faux habits. C'est une étude de l'Union européenne qui date déjà d'il y a 4 ans, mais qui montre quand même l'évolution. À l'époque, il y avait 37%, donc plus d'un tiers des jeunes sondés qui disaient, dans l'année, avoir acheté une contrefaçon en connaissance totale de cause. C'est assumé. Ils sont influencés notamment par certains influenceurs sur les réseaux sociaux pour qui la notion de vrai, de faux est parfois floue. Et encore, c'est sympa. Mais à Marseille, les marques qui sont pour certaines parties civiles au procès rappellent qu'il y a quand même des enjeux de sécurité. Un faux maillot, il prend feu. Des fausses lunettes de soleil, elles ne protègent pas du soleil. Il y a des enjeux écologiques aussi et puis économiques. La contrefaçon, disent ces marques, créerait du chômage. Au total, 15 personnes cette semaine du marché du soleil sont jugées au tribunal donc à Marseille, dont quelques policiers marseillais soupçonnés d'avoir couvert tous ces trafics en échange de marchandises. Oui, probablement fausses ces marchandises, si j'ai bien suivi ma propre chronique. Votre chronique, quelle retombée sur vos pattes admirablement. Merci Marie, merci tout le monde. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Et nous, c'est vrai.